pour le rein. Donc, on va résoudre les problèmes. C'est ça, la conduite intérieure. Les poumons, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les poumons? Une ventilation mécanique, voire une suppléance circulatoire, si on a une défaillance de la pompe. Donc, une ventilation mécanique, voire une suppléance, quand on a des anomalies des deux appareils cardiovasculaires, quand la pompe est défaillante, avec le collapsus, c'est sûr. Donc, les anomalies de l'hémostase. Évidemment, vous allez transfuser le malade. Par exemple, il vous vient hémoglobine A8, vous allez transfuser. Parce qu'on a des globules rouges qui sont lésés, des plaquettes, bon, pas des plaquettes, mais une cascade de coagulation qui n'est plus efficace, qui est altérée par le germe. Quoi aussi? Si vous avez un collapsus des drogues vasoactives, bon, en pratique, vous allez faire par ordre de priorité. Vous n'allez pas vous amuser à transfuser un malade qui est en collapsus, donc, ou bien en détresse respiratoire. Et puis enfin, tuer le germe. C'est notre objectif. La leptospirose. Donc, vous avez des antibiotiques appropriés qui sont l'amoxicilline à 100 mg par kilo par jour en IVD, vu que c'est un sepsis. On va expliquer tout à l'heure les doses et le choix des antibiotiques et voilà. Et ceftriaxone à 1 g par jour, la ceftria et la PNIG, 6 à 10 millions d'unités par jour en perfusion pendant 7 à 10 jours. PNIG. De toute façon, le traitement antibiotique est très bien détaillé dans les cours magistraux. Si le traitement dans 3 premiers jours pas sans insuffisance rénale, vous pouvez mettre la doxycycline à 200 mg jour pendant 7 jours. Bon, vous allez retrouver les cours après. Donc, maintenant, la prophylaxie. Pour la prophylaxie, c'est les mesures générales. Il faut nettoyer les plaies de contact, laver, désinfecter immédiatement, se protéger avec des gants, des bottes, la dératisation, et éviter, il faut les éviter. Et puis la chimioprophylaxie, si on a des sujets à haut risque, il faut mettre la doxy à 200 mg par semaine par os. Et là, il existe la vaccination inactivée de leptospirant. Je ne vais pas aborder les formes cliniques parce que ça reste disponible dans vos cours. Et les diagnostics différentiels. Attendez, non, j'ai pas prévu le diagnostic différentiel, c'est des détails que vous pouvez aborder seul. Bon, pour le diagnostic positif, en maladie infectieuse, vous avez à chaque fois le diagnostic positif. C'est quoi le diagnostic positif? C'est des faisceaux d'arguments sollicitant votre hypothèse diagnostique. Si vous suspectez la leptospira, vous allez présenter votre malade. Alors, vous devez aborder, vous devez protéger, vous devez argumenter votre hypothèse. Donc, par l'anamnèse, la profession, les loisirs aquatiques, la clinique, vous devez juste tout ça pour dire pourquoi vous avez pensé à la leptospirose.
Vous avez 5 éléments, la fièvre, l'ictère, l'atteinte rénale, les hémorragies et la méningite. Et la biologie, hyperleucocytose APNN, la thrombopénie, l'hyperbilirubinémie conjuguée, les enzymes hépatiques sont augmentées, la rhabdomyolyse. Bon, vu qu'on a une endothéliite, on aura aussi une souffrance des muscles avec des CPK augmentés. Les CPK, c'est les enzymes musculaires, une insuffisance rénale, la LCR qui est claire avec une cytologie supérieure à 10 éléments, présence de LT, albumin supérieur à 1 gramme par litre. Et voilà, le glucose, la glucorachie et le chlore sont normaux. Puis la certitude, vous avez la certitude, c'est la mise en évidence de la leptospira. On recherche la certitude dans le labo et la sérologie, ELISA, PCR. Bon, c'est des détails. Donc, le diagnostic positif doit être toujours présent dans votre cours. Donc, maintenant, on va aborder la bête noire en maladie infectieuse. C'est les posologies, les antibiotiques. On ne sait pas pourquoi telle dose, pourquoi telle antibiothérapie, pourquoi. Donc, pourquoi tel antibiotique? C'est parce que c'est le spectre. Donc, telle bactérie rentre dans le spectre de cet antibiotique. On a déjà fait ça en pharmaco. Pourquoi telle dose? La dose, c'est expérimental. Quand ils ont traité telle maladie, par exemple la leptospirose, ils ont constaté qu'à telle dose, on aura une réponse efficace et c'est diminué. On n'aura pas d'effet néfaste dû aux effets secondaires de l'antibiotique. Donc, la dose, c'est comme ça, c'est défini expérimentalement. Par exemple, l'amoxicilline est toujours à 100 mg. Parce qu'en maladie infectieuse, il faut faire surtout la synthèse pour comprendre beaucoup de choses. Pourquoi tel antibiotique? Je redis pourquoi tel antibiotique. J'ai posé la question 2 fois. Parce que tel antibiotique a telle particularité. Par exemple, les antibiotiques de la méningite peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique. C'est des propriétés. Pourquoi telle voie? Alors là, telle voie, ça dépend de la gravité de l'infection. C'est la gravité. Un sujet atteint de méningite, on ne va pas s'amuser à lui donner du Péros. On va lui donner en IVD. Et selon aussi la localisation de l'infection. Donc quand je dis méningite, je la compare à une infection digestive telle que la typhoïde. La typhoïde, c'est plutôt Péros. Voilà, j'ai répondu à quelques questions concernant la posologie, le choix des antibiotiques et quelques propriétés. Et puis, vous avez l'image clinique. Ce qui est faux en maladie infectieuse, c'est bien l'image clinique, le fameux cours de Staph doré. Attendez, le cours de Staph doré, juste pour vous apprendre comment aborder une image clinique. Alors, la description de la staphylococcie maligne de la face, je voulais la prendre comme exemple, juste pour vous montrer comment vous faciliter la tâche. Maligne de la face. On va lire la description. Alors, la staphylococcie, elle est caractérisée par, c'est une cellulite diffuse de la face d'évolution rapide. Donc, d'abord, elle a une particularité. Voilà, on dessine un visage, un bonhomme. Il ne doit pas être souriant.
qu'il sera malade. Voilà. On dit placard staphylococcique, érysipéloïde et érysipélatoïde. Ce sont des plaques rouges, œdématées, douloureuses, donc elles sont rouges. Voilà. Puis on va lire la localisation. Prenons toutes les mi-faces sont bourrelées périphériques. Donc ça prend les mi-faces, par exemple, sont bourrelées périphériques parsemées de fils de vésicules et de pustules contenant le germe. Voilà. Vésicules, pustules. Pustules contenant le germe avec des signes généraux. Sont bourrelées périphériques, donc ça dépasse la périphérie. Donc ça n'a pas de limite. Ça touche toutes les mi-faces. Ce qui a une limite, c'est la strepto. A des limites, on met le papillon. Et ceci pour vous dire que vous pouvez vous faciliter la tâche tout en schématisant pour bien mémoriser. Par exemple, vous pouvez dessiner des bonhommes pour se souvenir de la rougeole et de la rubéole. Par exemple, J1, voilà l'état de l'enfant. J2, vous pouvez faire de même. Bon, vous avez par exemple la périphérie. Bon, je donne un exemple, c'est pas typique de quelque chose. En J1, puis ça remonte en J2. Ça remonte. J2, c'est le même bonhomme, mais par exemple, il aura des vésicules à la face. Donc, il aura tout son corps, dans tout son corps, il aura ça, ces vésicules. Ceci pour que les descriptions ne soient pas aussi barbantes pour les étudiants. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention. Vos critiques et commentaires sont la bienvenue. Bonne rentrée, bonne année à tous et à toutes. Merci.